L'océan n'a pas toujours été silencieux. Il fut un temps, bien avant le premier arbre, avant le premier insecte, avant que quoi que ce soit ne respire sur la terre ferme, où la mer renfermait tout ce qui comptait. Il y a 443 millions d'années, à la fin de l'Ordovicien, la Terre ne donnait pas l'impression d'être à ses débuts. Elle semblait achevée. Les continents étaient nus, immenses et vides, leur surface sculptée par le vent et le temps, mais épargnée par la vie telle que nous la connaissons. Aucune forêt n'adoucissait leurs contours. Aucun animal ne traversait leurs horizons. La Terre était un lieu calme et étranger. Mais sous la surface de l'eau, quelque chose d'extraordinaire avait pris forme. Les océans s'étendaient sur la planète comme une peau vivante, chaude par endroits, fraîche par ailleurs, mais partout animée de mouvement. La lumière du soleil filtrait dans les mers peu profondes qui inondaient les bords des continents, illuminant de vastes plaines sous-marines. Ces eaux n'étaient pas vides. Elles étaient structurées, organisées, stratifiées de vie. Si vous pouviez descendre dans ce monde, vous ne verriez pas le chaos. Vous verriez un système. Les fonds marins regorgeaient de formes complexes. Des colonies de brachiopodes ouvraient et fermaient leurs coquilles à un rythme tranquille, filtrant les nutriments de l'eau. Des forêts de crinoïdes s'élevaient vers le ciel, leurs bras plumeux se balançant au gré des courants, capturant les particules de vie en suspension. À travers les sédiments, d'innombrables variétés de trilobites se déplaçaient avec détermination, certains creusant, d'autres se nourrissant de charognes, d'autres encore chassant. Ce n'était pas un monde primitif en phase d'expérimentation de l'existence. C'était un monde qui avait appris à fonctionner. Au-dessus des fonds marins, l'eau elle-même était en mouvement. Des créatures dérivaient, filaient, poursuivaient et esquivaient. Pour la première fois dans l'histoire de la Terre, les écosystèmes étaient devenus profondément interconnectés. Chaque mouvement avait des conséquences. Chaque espèce occupait un rôle. Et parmi elles, quelque chose de nouveau avait commencé à s'imposer. Les prédateurs. Des nautiloïdes élancés et rapides glissaient dans l'eau avec une précision silencieuse. Ils n'étaient pas des mangeurs passifs. Ils chassaient, ils choisissaient, ils poursuivaient. Cette seule évolution a changé la logique de la vie. La survie ne consistait plus simplement à endurer l'environnement. Il s'agissait désormais de composer avec les autres organismes, les anticiper, leur échapper, les surpasser. L'océan devint un lieu de stratégie, et avec cela, l'évolution s'accéléra. Au cours de dizaines de millions d'années, ce monde s'était construit à travers ce que les scientifiques reconnaissent aujourd'hui comme le grand événement de biodiversification de l'Ordovicien, une période où la vie s'est diversifiée à un rythme sans précédent. De nouveaux plans corporels ont émergé. De nouvelles niches écologiques se sont formées. La complexité s'est superposée à la complexité jusqu'à ce que le système devienne remarquablement stable, équilibré, résilient, vivant d'une manière qui semble presque familière. Si vous l'observiez hors contexte, vous pourriez supposer que cela durerait indéfiniment, car rien dans ce monde ne suggère la fragilité. La chimie des océans soutient la vie. L'oxygène circule dans l'eau en quantité suffisante. Les nutriments sont transportés par des courants qui se sont stabilisés au fil de vastes étendues de temps. Les mers peu profondes, ces régions ensoleillées où la plupart des formes de vie prospèrent, sont vastes et stables. Tout semble harmonieux. Mais c'est l'illusion que crée tout système stable. Elle cache les conditions qui le rendent possible. Et surtout, elle cache à quel point il dépend du maintien de ces conditions. Bien au-delà de la portée de ces écosystèmes florissants, quelque chose est déjà en marche. Pas dans l'eau, pas parmi les créatures qui la peuplent, mais dans le lent déplacement de la planète elle-même. Les continents ne sont pas immobiles. Ils dérivent imperceptiblement, inexorablement, remodelant la surface de la Terre au fil de millions d'années. L'un d'entre eux, une vaste masse continentale connue sous le nom de Gondwana, est en mouvement.
Il n'y a aucune violence dans ce mouvement, aucune catastrophe immédiate, aucun signe que quelque chose ne va pas. Mais la direction compte, et le Gondwana se dirige vers un endroit où les conditions sont très différentes, vers le froid. Au début, rien ne change dans l'océan. Les trilobites poursuivent leur migration sans fin sur les fonds marins. Les crinoïdes se balancent, les nautiloïdes chassent. La vie suit son, court comme toujours, inconsciente que les fondations sous ses pieds commencent à bouger. C'est ainsi que commencent souvent les changements planétaires d'EI, non pas par une rupture, mais par un alignement. Masse continentale, atmosphère, orbite, chimie, des variables subtiles se mettant en place pour, ensemble, créer quelque chose de nouveau, quelque chose d'instable. Et lorsque cette instabilité franchit un seuil, les effets ne restent pas isolés. Ils se propagent en tant cascade. Le monde de l'Ordovicien ne le sait pas encore. Il ne peut percevoir la lente accumulation des risques. Il ne peut anticiper la façon dont un changement en déclenchera un autre, puis un autre, jusqu'à ce que le système qui semblait autrefois indestructible commence à s'effondrer. Car ce qui s'annonce n'est pas un événement isolé. Ce n'est pas un impact, ni une éruption. Pas une catastrophe soudaine qui s'annonce par le feu ou la force. C'est une séquence. Un changement qui commence tranquillement, s'accélère de manière imprévisible, puis s'amplifie en quelque chose de bien plus destructeur que n'importe quelle cause isolée ne pourrait l'être. D'abord, la planète se refroidira, puis elle se réchauffera. Et entre ces deux extrêmes, l'océan lui-même, le milieu même qui soutient la vie, commencera à changer d'une manière bien moins visible et bien plus mortelle. Une fois ce processus achevé, près de 85% de toutes les espèces de ce monde vaste et florissant auront disparu. Pas affaiblies, pas réduites, disparues. Et pourtant, si vous vous teniez ici, en cet instant, observant l'océan de l'Ordovicien à son apogée, vous ne verriez aucun signe de cet avenir, seulement l'abondance, seulement le mouvement, seulement un monde qui semble avoir déjà résolu le problème de la survie. Ce qui soulève une question qui persiste, même aujourd'hui. Si un système aussi complexe, aussi stable, aussi vivant, pouvait être effacé, qu'est-ce que cela révèle sur la nature même de la stabilité ? Et surtout, qu'est-ce que cela révèle sur la rapidité avec laquelle elle peut disparaître ? Car loin de la portée de la mer, là où aucun organisme ne peut la voir ni la sentir, quelque chose a déjà commencé. Et lorsqu'il atteindra l'océan, ce monde qui n'aurait pas dû prendre fin ne saura pas comment y survivre. Vous appréciez ce voyage jusqu'à présent ? Abonnez-vous à notre chaîne si vous aimez plonger en profondeur dans le passé. Quelque chose a déjà commencé. Mais pour comprendre comment un monde prend fin, il faut comprendre comment il s'est construit. Car l'océan de l'Ordovicien n'est pas apparu soudainement, déjà formé et florissant. Il était le résultat d'un long processus méthodique, un processus qui s'est déroulé sur près de 60 millions d'années, couche après couche, interaction après interaction, jusqu'à ce que la vie atteigne un niveau de complexité qu'elle n'avait jamais atteint auparavant. Bien avant le moment final que nous avons entrevu, la Terre était plus calme, plus simple, moins certaine. Au début de l'Ordovicien, les océans abritaient déjà la vie, mais pas comme celle-ci. Des écosystèmes existaient, mais ils étaient éclairsemés, faiblement reliés entre eux. De nombreux rôles écologiques n'étaient pas pourvus. De nombreuses voies évolutives restaient inexplorées. À ce stade, la vie en était encore à l'expérimentation. Elle testait des formes, elle testait des stratégies, elle tentait de trouver une stabilité dans un monde qui ajustait encore son propre équilibre interne, son atmosphère, ses océans, sa chimie. Puis, progressivement, quelque chose a basculé. Pas en un instant, mais sur des millions d'années. La diversité a commencé à augmenter, pas lentement, mais de manière exponentielle. Cette transformation
est aujourd'hui connu sous le nom de Grand événement de biodiversification de l'Ordovicien, l'une des plus importantes expansions de la vie dans l'histoire de la Terre. Les nouvelles espèces ne se sont pas contentées d'apparaître. Elles se sont multipliées, elles se sont spécialisées, elles se sont répandues dans toutes les niches écologiques disponibles, puis ont commencé à en créer de nouvelles. Les océans se sont peuplés, pas de manière chaotique, mais systématique. À cette époque, les continents étaient disposés de telle sorte que de vastes régions de mer peu profondes se formaient le long de leurs bords. Ces plateaux continentaux sont devenus les environnements les plus productifs de la planète. La lumière du soleil pouvait facilement pénétrer l'eau, alimentant la photosynthèse. Les nutriments étaient cliquement charriés depuis la terre ferme et circulaient grâce aux courants océaniques. Cette combinaison, lumière, nutriments et conditions stables, a créé des environnements idéaux pour que la vie s'épanouisse. Et elle s'est épanouie. Des communautés entières se sont formées sur les fonds marins, chaque organisme jouant un rôle dans un système plus vaste. Les brachiopodes filtraient les particules microscopiques, stabilisant le flux de nutriments. Les crinoïdes capturaient la matière organique dérivant dans la colonne d'eau, la convertissant en énergie utilisable au sein de l'écosystème. Même les sédiments eux-mêmes sont devenus actifs, habités par des organismes fouisseurs qui remuaient et oxygénaient les fonds marins SS, modifiant ainsi la chimie de leur environnement. Ce processus, connu sous le nom de bioturbation, n'était pas simplement un sous-produit de la vie. C'était la vie qui remodelait son propre monde. Au-dessus d'eux, des organismes mobiles, comme les trilobites, ont commencé à se diversifier en des centaines de formes. Certains se sont adaptés à l'obscurité, d'autres aux eaux libres. Certains sont devenus des prédateurs spécialisés, d'autres d'efficaces charognards. Chaque adaptation a exercé une pression sur les autres. Chaque pression a entraîné de nouveaux changements. L'évolution n'était plus un processus passif. Elle était devenue un réseau de réactions, et avec l'émergence de prédateurs actifs comme les nautiloïdes, ce réseau s'est intensifié. Les proies ont développé des défenses, des coquilles plus dures, une meilleure mobilité, des systèmes sensoriels améliorés. Les prédateurs, à leur tour, ont développé des méthodes de chasse plus efficaces. Cette boucle de rétroaction, prédateurs et proies se poussant mutuellement vers l'avant, est l'un des moteurs les plus puissants de la complexité biologique. Et elle était désormais pleinement en marche. Mais cette expansion de la vie n'était pas uniquement guidée par la biologie. Elle était soutenue, discrètement, fondamentalement, par la chimie de la planète. Les niveaux d'oxygène dans les océans étaient relativement stables, permettant la respiration aérobie à un large éventail d'espèces. Les cycles du carbone maintenaient un équilibre entre le dioxyde de carbone atmosphérique et la chimie océanique, contribuant à réguler les températures mondiales. Ces processus font partie de ce que les scientifiques décrivent comme la régulation du système terrestre. Un équilibre dynamique entre la vie et l'environnement. Mais équilibre ne signifie pas permanence. Cela signifie un ajustement constant. Au cours de l'Ordovicien, cet ajustement s'est produit suffisamment lentement pour que la vie puisse suivre le rythme. Les températures sont restées dans une fourchette propice à la biodiversité. Les schémas de circulation océanique ont distribué efficacement la chaleur et l'oxygène. Le niveau des mers est resté élevé, préservant les habitats peu profonds dont dépendaient la plupart des organismes. Tout était synchronisé. En conséquence, les écosystèmes sont devenus plus qu'un simple ensemble d'organismes. Ils sont devenus des systèmes de dépendance. Un changement chez une espèce pouvait se répercuter, affectant des dizaines d'autres. Une modification du flux de nutriments pouvait altérer des communautés entières. La stabilité de l'ensemble dépendait de la stabilité de ses parties. C'est ce qui rendait le monde de l'Ordovicien si remarquable. Et, en fin de compte,
ce qui le rendait vulnérable. Car à mesure que la complexité augmente, la dépendance s'accroît, et la dépendance introduit le risque. Un système simple peut absorber les perturbations, il peut perdre des parties sans s'effondrer complètement. Mais un système complexe, fondé sur des couches d'interaction, de rétroaction et d'interdépendance, exige de la cohérence. Il exige que les conditions qui le soutiennent restent dans une fourchette étroite. Si ces conditions changent trop, ou trop vite, le système ne s'adapte pas. Il se déstabilise. En termes modernes, on comprend cela à travers les boucles de rétroaction climatique. Des processus où un petit changement dans une partie du système amplifie les changements dans d'autres, créant une cascade. Au cours de l'Ordovicien, bon nombre de ces rétroactions étaient déjà en place. Mais elles étaient équilibrées, maîtrisées, pour l'instant. Car loin de l'océan, à l'insu de tout organisme vivant, la planète continuait de bouger. Les continents se déplaçaient. Les conditions atmosphériques évoluaient, les modèles orbitaux influençaient la répartition de l'énergie solaire à travers le globe. Pris individuellement, ces changements étaient insignifiants. Ensemble, ils ont commencé à s'aligner. Et l'alignement dans un système aussi complexe peut être dangereux. Car une fois un seuil franchi, la réponse n'est plus progressive, elle devient systémique. L'océan de l'Ordovicien, ce vaste réseau de vie florissant, avait atteint un point où il ne pouvait plus être considéré comme un ensemble d'organismes isolés survivant indépendamment. Il était devenu un système unique et interconnecté. Et les systèmes de ce type ne s'effondrent pas par parties. Ils s'effondrent d'un seul coup, ce qui soulève une possibilité aussi troublante qu'inévitable. Que le processus même qui a permis à la vie de s'épanouir de manière si spectaculaire ait également préparé le terrain pour son effondrement. Car un monde bâti sur un équilibre parfait n'a pas besoin d'une force massive pour le détruire. Il suffit que cet équilibre bascule. Et quelque part, loin de la portée de la mer, ce basculement est déjà en cours. Il avance lentement, en silence, vers un point où l'écosystème le plus avancé que la Terre ait jamais créé allait découvrir à quel point il était devenu fragile. Mais il l'a eu, ici, à cet instant, avant que ce glissement n'arrive, le système est encore intact. Et pour comprendre ce qui est en jeu, nous devons aller plus loin. Pas à travers l'océan, mais à l'intérieur. À travers l'eau en mouvement, au-delà des organismes à la dérive et de la lumière changeante, vers les fonds marins où opère la véritable machinerie de ce monde. Car l'océan de l'Ordovicien n'est pas seulement plein de vie. Il est structuré par elle. Chaque couche de cet environnement est occupée. Chaque espace est utilisé. Chaque organisme fait partie d'un réseau plus vaste qui régule la circulation de l'énergie, le cycle des nutriments, le maintien de la stabilité. C'est la première fois dans l'histoire de la Terre que les écosystèmes commencent à ressembler à quelque chose de moderne. Non pas en apparence, mais en fonction. Stratifié, réactif, sensible. À la base de ce système se trouve le fond marin, de vastes plaines recouvertes de sédiments s'étendant à perte de vue. Et ici, dominant le paysage dans une abondance tranquille, se trouvent les brachiopodes. Ils semblent simples. 2 coquilles, immobiles, sans mouvement. Mais leur immobilité est trompeuse. Chaque brachiopode est un filtre vivant, aspirant l'eau, extrayant des particules alimentaires microscopiques et rejetant une eau plus propre dans l'environnement. Multipliez ce processus par des millions, par des champs entiers de ces organismes. Et quelque chose de plus grand émerge. Il régule l'océan. Il contrôle le flux des nutriments, stabilisant la chimie de leur environnement. Ce faisant, il crée les conditions qui permettent à d'autres espèces d'exister. Ils ne sont pas seulement des habitants de l'écosystème. Ils font partie de son infrastructure. Autour d'eux et au-dessus d'eux s'élèvent des forêts, non pas de plantes, mais d'animaux. Les crinoïdes s'ancrent au fond marin,
à l'aide de longues tiges souples, étendant leurs bras plumeux dans le courant. Ils se balancent sans cesse, capturant les matières organiques dérivant dans l'eau. De loin, ils ressemblent à de la végétation sous-marine, mais ils ne sont pas passifs. Elles participent activement au flux d'énergie. Leur position surélevée leur permet d'accéder à des nutriments qui n'atteignent jamais le fond marin. Ce faisant, elles créent une structure verticale, des couches au sein de l'écosystème qui en augmentent la complexité. La vie n'est plus confinée à une surface. Elle occupe un volume. Entre ces organismes ancrés, le sédiment lui-même est vivant, creusé, tunnelisé, constamment remodelé par les mouvements des trilobites et d'innombrables autres invertébrés. Les trilobites, en particulier, sont devenus l'un des groupes les plus adaptables et les plus diversifiés de l'océan. Certains glissent à la surface, se nourrissant de débris organiques. D'autres creusent en dessous, créant des réseaux de tunnels qui oxygènent les sédiments. Certains ont développé de grands yeux composés capables de détecter de subtils changements de lumière. D'autres ont perdu toute vision, s'adaptant à des environnements plus sombres. Ils ne constituent pas une seule espèce. Ils représentent toute une catégorie de solutions. Chaque forme est adaptée à une niche spécifique. Chaque niche renforce la stabilité du système. Et c'est là que le monde de l'ordovicien devient plus qu'un simple écosystème riche en biodiversité. Il devient interdépendant, car ces organismes n'existent pas isolément. Les déchets produits par l'un deviennent la ressource d'un autre. Les mouvements des trilobites remuent les nutriments qui nourrissent les brachiopodes. L'activité de filtration des brachiopodes clarifie l'eau, permettant à davantage de lumière d'atteindre des niveaux plus profonds, favorisant ainsi d'autres formes de vie. Même la décomposition joue un rôle. Lorsque les organismes meurent, leur corps se dépose sur le fond marin, où ils sont décomposés, recyclés, réabsorbés dans le système. Rien n'est gaspillé. Tout est lié. Au-dessus de ce fond marin structuré, la colonne d'eau forme une autre couche d'interaction. Des organismes plus petits dérivent, se nourrissent, se reproduisent, formant la base de la chaîne alimentaire. Ceux-ci, à leur tour, nourrissent des espèces mobiles plus grandes, créant un flux continu d'énergie allant de la vie microscopique aux organismes complexes. C'est ce qui définit un écosystème à grande échelle. Pas seulement la diversité, mais l'organisation. Et avec l'organisation vient la sensibilité. Car un système fondé sur des connexions est aussi un système vulnérable aux perturbations. Un changement dans une couche ne reste pas isolé. Il se propage. Si les populations de brachiopodes déclinent, la régulation des nutriments s'affaiblit. Si l'activité des trilobites diminue, la chimie des sédiments change. Si les forêts de crinoïdes s'effondrent, le transfert d'énergie verticale est perturbé. Chaque composante soutient les autres. Enlevée en suffisamment, et le système commence à se défaire de manière in-e. Cela n'est pas immédiatement visible. Au premier abord, il semble stable, autonome, résilient. Mais sous cette apparence se cache une vérité plus profonde. Plus un système devient efficace, moins il dispose de marge d'erreur. Car l'efficacité élimine la redondance. Elle supprime l'excès, elle optimise le fonctionnement. Et ce faisant, elle crée une structure où chaque partie compte, où l'échec n'est plus localisé, mais systémique. L'océan de l'ordovicien a atteint ce point. Ce n'est plus un ensemble disparate de formes de vie. C'est un réseau finement réglé. Et comme tous les réseaux, sa force est aussi sa faiblesse. Car ici, la stabilité n'est pas l'absence de changement. C'est l'équilibre constant d'innombrables variables, température, niveau d'oxygène, flux de nutriments, niveau de la mer, toutes maintenues dans une fourchette qui permet à la vie de persister. Déplacer ces variables trop loin, et le système ne s'adapte pas progressivement. Il réagit d'un seul coup. Pourtant, même aujourd'hui, alors que ce monde complexe continue de fonctionner avec une précision tranquille, quelque chose de nouveau émerge en son sein.
une force qui ne se contente pas de participer au système, mais qui commence à le remodeler. Jusqu'à présent, la plupart des formes de vie ont évolué dans les limites de l'environnement, filtrant, absorbant, dérivant, réagissant. Mais l'évolution ne s'arrête pas à la stabilité. Elle tend vers l'avantage. Et quelque part dans ces eaux, parmi les dérivants et les sédentaires, parmi les chasseurs et les proies, une nouvelle dynamique s'installe. Une dynamique qui va modifier les comportements, modifier la structure, modifiera les règles mêmes qui régissent la survie. Car pour la première fois, la vie ne se contente plus de réagir à l'environnement. Elle commence à le dominer. Et lorsque cela se produit, l'équilibre ne reste pas le même. Car la stabilité, une fois perturbée, ne se contente pas de s'ajuster. Elle se transforme. Jusqu'à présent, l'océan de l'Ordovicien était un système de participation. La vie se nourrissait, filtrait, absorbait, recyclait. Les organismes façonnaient leur environnement, mais ils le faisaient dans certaines limites. Au rythme dicté par les courants, la chimie et la lumière. Mais quelque chose de nouveau est entré dans ce monde. Quelque chose qui n'attend pas l'occasion. Quelque chose qui la crée. Le mouvement commence à changer. Pas la douce dérive du plancton, ni le rampement lent et méthodique des organismes sur le fond marin, mais quelque chose de délibéré, dirigé, volontaire. À travers l'eau, fendant proprement les couches de vie, une nouvelle forme de présence émerge. Les nautiloïdes. Ils ne ressemblent pas aux formes de vie dominantes des fonds marins. Ils ne sont pas ancrés, pas passifs, pas dépendants de ce qui vient à eux. Ils se déplacent. Propulsés par des jets d'eau, leur corps profilé, leurs coquilles allongées ou étroitement enroulées, ils naviguent dans l'océan avec maîtrise, avec un but. Et pour la première fois, la vie dans l'océan ne se contente plus de réagir à son environnement. Elle est pourchassée. Les nautiloïdes comptent parmi les tout premiers véritables prédateurs des organismes capables de chasser activement d'autres animaux. Ils ne dépendent pas de la nourriture à la dérive ou des particules en suspension. Ils recherchent leurs proies. Ils les traquent. Ils les capturent. Et cela change tout. Car la prédation introduit un nouveau type de pression. Une pression qui n'opère pas sur plusieurs générations, mais en quelques instants. Immédiate, implacable, irréversible. Un trilobite se déplaçant sur le fond marin ne se contente plus de naviguer sur le terrain. Il navigue au milieu du danger. Ses mouvements ne sont plus aléatoires, ils sont prudents, réactifs, façonnés par la possibilité d'être détectés. Les brachiopodes, autrefois en sécurité dans leur immobilité, sont désormais exposés. Leurs coquilles, qui offraient autrefois une protection suffisante contre les forces environnementales, doivent désormais résister aux attaques. Certaines s'épaississent. D'autres adaptent leur positionnement, se regroupant de manière à réduire leur vulnérabilité. Même l'eau elle-même devient un champ de tension. Car dans un monde où règnent les prédateurs, la visibilité compte. La lumière compte. La vitesse compte. Et ainsi, l'évolution réagit. Les yeux commencent à changer. Parmi les évolutions les plus remarquables de cette époque figurent les systèmes visuels des trilobites. Certaines espèces développent des yeux composés complexes, constitués de lentilles de calcite, capables de détecter le mouvement, le contraste, voire la polarisation de la lumière. Ce ne sont pas des capteurs primitifs, ce sont des systèmes optiques avancés. Car pour survivre, les organismes doivent désormais voir ce qui arrive. Et voir n'est qu'un début. Le mouvement évolue parallèlement à la perception. Les membres se spécialisent davantage. Les corps s'affinent. Les comportements de fouissage s'intensifient, offrant à eux un refuge sous les sédiments. Certaines espèces se réfugient dans des crevasses. D'autres s'adaptent à des eaux plus sombres et plus profondes, où les prédateurs sont moins efficaces.
C'est le début de ce que les scientifiques appellent une course à l'armement évolutive. Chaque adaptation chez un prédateur entraîne une contre-adaptation chez sa proie. Une chasse plus efficace conduit à une évasion plus efficace. De meilleures défenses conduisent à des stratégies d'attaque plus efficaces. Le système devient dynamique, il s'auto-accélère et devient de plus en plus complexe. Mais ici, la complexité n'est pas seulement structurelle, elle est comportementale. Pour la première fois, la survie dépend de la prise de décision. Où aller? Quand partir? Quand rester immobile? Ce ne sont pas des choix conscients tels que nous les comprenons, mais ils représentent un glissement vers la réactivité, vers l'interaction avec l'environnement en temps réel. L'océan n'est plus seulement un habitat, c'est un champ de stratégie. Et avec cela, c'est tout le système qui change. Car la prédation ne se contente pas de réduire les populations, elle les redistribue, elle remodèle les écosystèmes. Les espèces capables de s'adapter prospèrent, celles qui ne le peuvent pas disparaissent. Au fil du temps, cette pression affine la structure de l'océan. Les formes inefficaces sont éliminées. Les stratégies efficaces sont renforcées, les niches se précisent, les interactions se complexifient, le système devient plus affûté, plus efficace, plus vivant, mais aussi plus fragile. Car l'évolution sous pression ne tolère pas l'excès. Elle élimine la redondance. Elle favorise la spécialisation. Elle crée des organismes hautement adaptés à des conditions très spécifiques. Et la spécialisation a un coût. Plus une espèce se spécialise, moins elle est flexible lorsque ces conditions changent. Un trilobite adapté aux environnements peu profonds et bien éclairés ne peut pas facilement survivre dans des eaux plus profondes et plus sombres. Un prédateur optimisé pour la vitesse en pleine mer ne peut pas fonctionner efficacement dans des espaces confinés. Chaque adaptation est un engagement, un rétrécissement des possibilités. Et à mesure que ces engagements s'accumulent à travers l'ensemble de l'écosystème, le système dans son ensemble devient de plus en plus dépendant de la stabilité, de la prévisibilité, de l'hypothèse que l'environnement restera dans les limites qu'il a toujours occupées. Mais l'environnement ne fait pas cette promesse. Au-delà de la portée de ces interactions, au-delà de la perception de tout organisme dans ce vaste océan, la planète poursuit sa lente transformation. Les températures changent. La glace commence à se former. Le niveau des mers, bien qu'il ne soit pas encore visiblement altéré, est lié à des processus déjà en marche. Et les organismes qui évoluent ici, s'affinant sous la pression de la prédation, n'ont aucune conscience de ce qui s'annonce. Ils deviennent plus rapides, plus vifs, plus spécialisés, mais pas plus adaptables. Car l'adaptation à une pression stable n'est pas la même chose que l'adaptation au changement. Et lorsque le changement survient, non pas comme une évolution graduelle, mais comme une cascade, les traits mêmes qui assuraient autrefois la survie peuvent devenir des handicaps. C'est le paradoxe de l'évolution sous pression. Elle produit de la brillance, de la précision, de la complexité. Mais elle produit aussi de la dépendance. Et la dépendance engendre la vulnérabilité. L'océan de l'Ordovicien est aujourd'hui plus avancé qu'il ne l'a jamais été. Ses écosystèmes sont finement réglés, ses organismes hautement adaptés, ses interactions profondément interconnectées. C'est, à tous les égards mesurables, une réussite. Mais la réussite, dans un système comme celui-ci, comporte son propre risque. Car plus un système évolue sous pression, plus il réagit violemment lorsque cette pression change. Et loin de l'océan, ce changement n'est plus théorique. Il approche, lentement, silencieusement. Et lorsqu'il arrivera, ce monde, si soigneusement raffiné, si précisément équilibré, ne se contentera pas de s'adapter. Il sera mis à l'épreuve, d'une manière qu'il n'a jamais été conçu pour supporter. Mais pour l'instant, il tient bon. L'océan de l'Ordovicien a atteint quelque chose de rare dans l'histoire de la vie. L'équilibre.
Non pas une immobilité statique, mais un équilibre dynamique, où chaque processus alimente un autre, où le mouvement lui-même crée la stabilité. L'oxygène circule dans l'eau à travers des courants réguliers et courants qui soutiennent la vie. Les nutriments montent et descendent selon des cycles prévisibles portés par les marées et les gradients de température. L'énergie circule sans interruption des plus petits organismes dérivant vers les plus grands prédateurs. Rien n'est gaspillé, rien n'est excessif. C'est un système qui a appris l'efficacité. À travers les vastes mers peu profondes, la lumière du soleil alimente la vie microscopique qui, à son tour, soutient des réseaux trophiques entiers. Au fond de l'océan, des organismes comme les brachiopodes maintiennent la clarté de l'eau, régulant l'équilibre entre l'abondance et l'épuisement des nutriments. Des forêts de crinoïdes s'étendent vers le haut, capturant ce qui dérive au-dessus, reliant la surface et les profondeurs dans un échange continu. Même la chimie de l'océan semble réglée. L'oxygène dissous reste dans une fourchette étroite, suffisante pour permettre la respiration de toutes les espèces, mais pas trop abondante pour perturber le délicat équilibre des réactions qui sous-tendent la vie. Le carbone circule entre l'atmosphère et l'océan selon un rythme qui stabilise la température. La planète tout entière, à cet instant, semble s'autoréguler. Cela semble permanent, prévisible, sûr. Et c'est là le calme trompeur de la stabilité. Car ce qui semble immuable est, en réalité, constamment maintenu par des conditions si précises que même un petit écart commence à avoir de l'importance. La température de l'eau doit rester dans une certaine fourchette. Trop froide, et les processus biologiques ralentissent, les habitats rétrécissent, trop chaude, et l'oxygène commence à se dissoudre moins efficacement, altérant la chimie de la survie. Le niveau des mers doit rester suffisamment élevé pour préserver les environnements marins peu profonds où se trouve la majeure partie de la vie. Trop bas, et des écosystèmes entiers disparaissent, trop haut, trop rapidement, et le système peine à se recalibrer. Chaque variable existe dans des limites, et chaque organisme de cet océan, chaque trilobite, chaque organisme dérivant, chaque prédateur et filtreur, s'est adapté non seulement à l'environnement, mais aussi à ses limites. C'est ce qui rend le système puissant, et c'est ce qui le rend vulnérable. Car plus l'équilibre s'affine, moins il y a de place pour la déviation. Plus les processus sont interconnectés, plus un changement dans l'un d'entre eux commence à influencer tous les autres. Il ne faut pas une catastrophe pour briser un système comme celui-ci. Il suffit d'un déséquilibre. Et le déséquilibre ne s'annonce pas toujours. Il commence discrètement. Un léger changement de température. Une modification progressive de la composition atmosphérique. Une lente altération de la répartition de la chaleur sur la planète. Pris individuellement, ces changements sont presque imperceptibles. Mais ensemble, ils commencent à éloigner le système de la fourchette étroite dans laquelle il peut se maintenir. Et quelque part, à l'insu de cet océan vaste et florissant, l'une de ces variables a déjà commencé à dériver. Lentement. Invisiblement. Mais non sans conséquence. Car le premier signe d'effondrement n'apparaît pas là où la vie est la plus abondante. Il apparaît là où la vie est presque absente. Loin des mers peu profondes, loin des écosystèmes denses qui définissent le monde ordovicien, la Terre existe en silence. Vaste, exposée et largement épargnée par la vie, elle réagit à des forces que l'océan ne peut ressentir qu'après coup, indirectement et souvent trop tard. Ici, sur l'immense supercontinent du Gondwana, quelque chose de subtil est en train de se produire. Le continent bouge. Pas violemment, pas soudainement, mais avec la calme certitude de la mécanique planétaire dérivant à la surface de la Terre depuis des millions d'années. La tectonique des plaques, entraînée par la chaleur remontant de l'intérieur de la planète, déplace des masses continentales entières
comme de lents courants sous la croûte. Et le Gondwana se dirige vers le sud, vers une région de la planète où la lumière du Soleil arrive sous un angle plus faible, où l'énergie est répartie différemment, où les variations saisonnières deviennent plus extrêmes. Au début, le changement est imperceptible. Les températures fluctuent légèrement, les hivers deviennent un peu plus froids, les étés ne parviennent pas à compenser entièrement. L'équilibre entre la chaleur gagnée et la chaleur perdue commence à basculer, presque trop subtilement pour être remarqué. Mais le climat de la Terre n'est pas régi par un seul facteur. C'est un système de rétroaction. Et une fois que certains seuils sont approchés, ces rétroactions commencent à amplifier le changement. À mesure que le Gondwana s'installe au-dessus du pôle sud, la neige commence à persister. Pas seulement de façon saisonnière, mais en permanence. Les surfaces blanches réfléchissent la lumière du soleil plus efficacement que les terres ou les océans plus sombres. C'est ce qu'on appelle l'albédo, la mesure de la quantité d'énergie solaire renvoyée dans l'espace. À mesure que la couverture neigeuse s'étend, davantage de lumière solaire est réfléchie, réduisant ainsi la quantité de chaleur absorbée par la planète. Le refroidissement entraîne davantage de neige. Davantage de neige entraîne davantage de réflexion. Davantage de réflexion entraîne un refroidissement supplémentaire. Une boucle commence à se former. Au début, elle est localisée, des plaques de glace apparaissent dans les régions élevées où les températures sont les plus basses. L'œuf de neige s'accumule plus vite qu'elles ne fond. Les couches se compactent au fil du temps, formant de la glace. Ce qui était autrefois saisonnier devient permanent. Les glaciers naissent du poids. La neige, compactée en glace dense, commence à se déplacer sous l'effet de sa propre masse. Elle s'étend vers l'extérieur, lentement mais inexorablement, couvrant davantage de terrain, emprisonnant davantage d'eau, et à chaque expansion, la rétroaction se renforce. L'atmosphère réagit également. Les températures plus froides modifient les régimes des vents, modifiant la façon dont la chaleur est répartie à travers le globe. Les courants océaniques, influencés par ces vents et par les gradients de température, commencent à s'ajuster. Le transfert de chaleur entre l'équateur et les pôles devient moins efficace. La planète ne se refroidit pas simplement, elle se réorganise. Les niveaux de dioxyde de carbone pourraient également commencer à baisser pendant cette période, renforçant encore davantage la baisse de température. Les processus d'altération, où les roches interagissent chimiquement avec l'atmosphère, peuvent absorber le dioxyde de carbone sur de longues périodes, réduisant ainsi l'effet de serre qui retient normalement la chaleur. Pris individuellement, aucun de ces processus n'est catastrophique. Ensemble, ils sont transformateurs. Les calottes glaciaires s'étendent à travers le Gondwana, devenant plus épaisses, plus lourdes, plus étendues. Ce qui a commencé comme des formations isolées devient une glaciation à l'échelle continentale. De vastes régions sont désormais recouvertes de glace, réfléchissant la lumière du soleil, refroidissant l'atmosphère et stabilisant le froid. Mais l'effet le plus profond ne se produit pas sur la terre ferme. Il se produit dans les océans, car l'eau est retirée, enfermée dans la glace. À mesure que les glaciers s'étendent, ils stockent d'immenses volumes d'eau qui circulaient autrefois librement dans les océans. Et à mesure que cette eau est emprisonnée, le niveau des mers commence à baisser. Pas soudainement, mais progressivement. Les côtes reculent. Les plateaux continentaux, ces zones peu profondes qui abritent la plus grande diversité de vie, commencent à rétrécir. La distance entre la surface et le fond marin diminue là où l'eau était autrefois profonde et étendue. Au début, le changement est suffisamment progressif pour que les écosystèmes persistent, mais la tendance est indéniable. L'océan recule, et avec lui, l'espace vital de presque tous les organismes existants. Pourtant, au fond de l'océan, la vie continue comme elle l'a toujours fait.
Les trilobites se déplacent sur le fond marin. Les brachiopodes filtrent l'eau. Les prédateurs chassent. Il n'y a aucune conscience de ce qui se passe au-delà de l'horizon. Aucun signe indiquant que les fondements du système sont en train d'être modifiés. Car la cause se trouve loin de là, dans la lente accumulation de glace, dans le déplacement des continents, dans le délicat équilibre entre la lumière du soleil et sa réflexion. C'est ainsi que se déroule le changement planétaire. Non pas comme un événement isolé, mais comme une convergence. De multiples processus s'alignent, se renforcent mutuellement, poussant le système vers un nouvel état. Et une fois que ce nouvel état commence à s'imposer, il ne s'arrête pas facilement. La glace continue de s'étendre. L'atmosphère continue de se refroidir. Le niveau des mers continue de baisser, jusqu'à ce que les effets ne puissent plus être contenus, jusqu'à ce que l'océan lui-même, ce vaste système de vie interconnecté, commence à réagir. Car ce qui a commencé sur la terre ferme ne restera pas là. Cela se propagera vers l'extérieur, dans l'eau, dans les écosystèmes, dans la chimie même qui soutient la vie. Le refroidissement a commencé, et bientôt l'océan le ressentira. Et quand ce sera le cas, l'équilibre qui semblait autrefois si parfait commencera à se fracturer. Que pensez-vous de ce parcours? Partagez vos réflexions avec nous dans la section commentaires. Et le changement, une fois amorcé sur la terre ferme, atteint enfin l'endroit où la vie est la plus concentrée. L'océan. Au début, cela ne se traduit pas par le chaos, cela se traduit par une soustraction, un lent retrait. Alors que les glaciers du Gondwana continuent de s'étendre, emprisonnant de plus en plus d'eau terrestre sous forme solide, l'océan mondial commence à perdre du volume. Non pas par évaporation ou destruction, mais par redistribution. L'eau ne disparaît pas. Elle est transférée vers des calottes glaciaires qui s'alourdissent à chaque saison qui passe. Et la mer réagit de la seule manière dont elle le peut. Elle se retire. Les côtes s'étendent vers l'extérieur, mettant à nu des étendues de fonds marins qui étaient submergés depuis des millions d'années. Les plateaux continentaux, ces vastes étendues peu profondes qui constituaient autrefois les régions les plus productives de la planète sur le plan biologique, commencent à se vider. Ces régions ne sont pas des profondeurs océaniques, ce sont les nurseries de la vie. Chaudes, ensoleillées, riches en nutriments. Des lieux où la complexité s'épanouit grâce à l'abondance d'énergie et à la stabilité de l'OA. Aujourd'hui, elles ont disparu. L'océan n'a pas été détruit, il a été remodelé. Ce processus est connu sous le nom de régression du niveau de la mer, mais en termes biologiques, il s'apparente davantage à un effacement des habitats à l'échelle continentale. L'espace physique où les écosystèmes existent rétrécit, non pas progressivement dans des poches isolées, mais à l'échelle mondiale et de manière synchrone. Et cela a de l'importance, car la vie ordovicienne n'est pas répartie au hasard. Elle s'articule autour d'environnements marins peu profonds. La majorité des espèces, les brachiopodes ancrés au fond marin, les denses communautés de trilobites se déplaçant dans les sédiments, les champs de crinoïdes filtrant les nutriments des courants, dépendent toutes de cette étroite bande d'espace écologique. Lorsque le niveau de la mer baisse, elle ne migre pas facilement vers des eaux plus profondes. Car les eaux profondes ne sont pas simplement plus d'espace. C'est un monde différent. Il y fait plus froid, plus sombre, l'oxygène y est plus rare, et l'environnement est structurellement moins hospitalier pour des organismes ayant évolué dans des milieux peu profonds et bien éclairés. Ces espèces ne sont pas adaptées à la relocalisation. Elles sont adaptées à la précision. Elles vivent dans une fourchette étroite de profondeur, de température et de composition chimique qui est restée stable pendant des millions d'années. Ainsi, à mesure que le littoral recule, un phénomène critique se produit. Les écosystèmes ne sont pas repoussés vers l'intérieur. Ils sont brisés. Des communautés entières se retrouvent bloquées sur des terres nouvellement exposées.
D'autres sont fragmentées en poches d'eau isolées qui ne communiquent plus entre elles. Les flux de nutriments sont perturbés car les rivières se jettent désormais dans l'océan plus loin qu'auparavant, modifiant la chimie des zones côtières. Les mers peu profondes, autrefois continues, deviennent des mosaïques fragmentées. Et la fragmentation n'est pas neutre, elle est déstabilisante. Car dans un système connecté, l'énergie et les nutriments circulent librement. Les populations se mélangent, l'échange génétique se poursuit. Les relations prédateurs-proies restent équilibrées à travers de vastes régions, mais dans des zones isolées, tout devient local. Épuisement local, surpopulation locale, effondrement local, certaines espèces réagissent en s'étendant rapidement dans les nouvelles niches laissées par le retrait des îlots. D'autres déclinent immédiatement à mesure que leur environnement disparaît sous leurs pieds. L'océan ne meurt pas de manière uniforme. Il se fracture en zones de survie et zones de déclin. Et sous la surface, la chimie commence également à changer. À mesure que les mers peu profondes disparaissent, la circulation des eaux riches en oxygène est altérée. Dans de nombreuses régions, les niveaux d'oxygène commencent à fluctuer de manière plus spectaculaire, n'étant plus tamponnés par les vastes bassins peu profonds qui stabilisaient autrefois les échanges entre l'atmosphère et l'océan. Certaines zones deviennent plus riches en oxygène en raison d'une turbulence accrue. D'autres commencent à stagner, créant des poches où la vie peine à persister. L'océan n'est plus un système unique et continu. Il devient une mosaïque de tensions. Même les courants commencent à s'ajuster. À mesure que la géométrie des côtes change, les voies par lesquelles l'eau se déplace changent elles aussi. Les gradients de température entre l'équateur et les pôles sont désormais influencés par une planète qui réorganise physiquement la distribution de ces eaux de surface. Le grand convoyeur d'énergie marine commence à vaciller. Mais l'effet le plus dévastateur n'est peut-être ni chimique ni physique. Il est spatial. Car la vie dans le monde ordovicien n'est pas simplement adaptée à l'eau. Elle est adaptée à une configuration spécifique de l'eau. Les mers épicontinentales peu profondes ne sont pas des environnements marginaux. Elles constituent l'environnement dominant. Et à mesure qu'elles disparaissent, il n'y a pas de remplacement équivalent qui les attend dans les zones plus profondes. Il n'y a que de la perte. Pourtant, l'océan ne s'effondre pas instantanément. Il résiste, comme le font tous les systèmes complexes. Certaines espèces migrent, d'autres s'adaptent aux environnements plus profonds au fil du temps. D'autres encore survivent dans des refuges où les conditions restent temporairement stables. Il existe des poches de continuité, de petites zones où les écosystèmes persistent malgré la régression globale. Mais ce sont des exceptions, pas la règle. La tendance dominante est à la contraction. Et la contraction change tout. Les réseaux trophiques se raccourcissent, les réseaux prédateurs-proies se simplifient. La biodiversité commence à décliner, non pas parce que la vie disparaît partout en même temps, mais parce que l'architecture qui la soutient est démantelée couche par couche. Et pourtant, même aujourd'hui, du point de vue de l'océan lui-même, il n'y a pas de moment de crise particulier. Seulement un changement continu, seulement un recul, seulement la lente disparition par l'œil de l'espace qui définissait autrefois les limites de la vie. Cela aurait dû suffire. Une baisse mondiale du niveau de la mer de cette ampleur, supprimant de vastes habitats marins peu profonds, perturbant la circulation, modifiant la chimie, aurait dû suffire à anéantir complètement la plupart des écosystèmes marins complexes. Et dans de nombreuses régions, ça a été le cas. Mais la vie n'est pas une simple équation. Elle ne réagit pas de manière uniforme au stress, elle s'adapte de façon inégale. Elle se fragmente. Elle survit dans des poches inattendues. Elle persiste sous des formes qui n'étaient pas dominantes avant le changement. Et ainsi, contre toute attente, contre toute probabilité,
Contre la logique même de l'effondrement, la vie continue. Pas telle qu'elle était, mais sous une forme altérée, quelque chose de réduit, quelque chose de durable. Et sous cette persistance inquiétante, la planète continue de se refroidir, la glace continue de s'étendre, les océans continuent de reculer, et le système continue de se diriger vers un seuil qui n'a pas encore été franchi, car ce n'est que le premier acte. Et ce qui vient ensuite n'est pas simplement une perte d'espace, c'est la transformation de l'ensemble du système planétaire. Et pourtant, malgré tout ce qui a déjà changé, l'océan n'a pas disparu. Il est toujours là. Mais il n'est plus sûr. Que pensez-vous de cette extinction? Partagez votre avis avec nous dans la section commentaires. L'océan ne se brise pas en un seul instant. Il se désagrège. Lentement au début, si lentement que le système semble encore fonctionner. Mais, sous cette apparence, quelque chose de fondamental est en train de se produire. Les liens se perdent plus vite qu'ils ne peuvent être remplacés. Des branches entières de l'écosystème marin commencent à disparaître, non pas sous la forme de pertes isolées d'espèces, mais comme des défaillances en cascade à travers des réseaux interdépendants. Là où régnait autrefois l'abondance, il y a désormais un appauvrissement. Là où régnait autrefois la redondance, il y a désormais la vulnérabilité. Et puis, les pertes s'accélèrent. Certains des premiers effondrements visibles se produisent au sein de communautés benthiques hautement spécialisées. Les écosystèmes des fonds marins dominés par les brachiopodes commencent à se fragmenter à mesure que les conditions sédimentaires changent et que l'apport en nutriments devient irrégulier. Ces organismes, qui formaient autrefois des tapis denses sur les fonds marins peu profonds, dépendent de gradients chimiques stables dans la colonne d'eau. À mesure que ces gradients se déstabilisent, leur efficacité alimentaire diminue. Les populations s'amenuisent. La reproduction échoue dans des poches isolées. Dans le même temps, de grandes communautés de crinoïdes, ces délicats filtreurs plumeux qui formaient autrefois des forêts sous-marines, commencent à se replier vers des zones plus étroites où les courants apportent encore suffisamment de nutriments en suspension. Mais ces zones rétrécissent. Les courants eux-mêmes deviennent moins prévisibles à mesure que la géométrie du littoral change en raison de la régression en cours. Au-dessus d'eux, l'écosystème mobile commence également à se fracturer. Les trilobites, qui comptaient autrefois parmi les groupes les plus diversifiés et les plus adaptables de l'océan, sont désormais confrontés à un monde où leurs niches écologiques disparaissent plus vite que la réponse évolutive ne peut le compenser. Certaines espèces tentent de migrer vers des eaux plus profondes, mais ces environnements sont plus froids, plus sombres et chimiquement distincts. D'autres se replient dans des eaux peu profondes, isolées, qui ne sont plus reliées aux populations plus importantes. La diversité génétique décline. Les populations locales deviennent de plus en plus fragiles. La dynamique prédateur-proie s'effondre ensuite. Plus tôt au cours de l'Ordovicien, l'essor de la prédation active avait créé des réseaux trophiques étroitement tissés, des systèmes où l'énergie circulait à travers de multiples niveaux trophiques. Mais ces niveaux commencent désormais à disparaître simultanément, du haut vers le bas et du bas vers le haut. Les prédateurs perdent leur proie. Les proies perdent leur habitat. Des chaînes entières s'effondrent les unes après les autres. Dans certaines régions, les prédateurs nautiloïdes, autrefois chasseurs efficaces et dominants des eaux marines ouvertes, se retrouvent dans des environnements où la densité des proies est tombée en dessous des seuils de viabilité. Ils migrent ou disparaissent localement. Leur absence déstabilise davantage les populations de proies, entraînant une prolifération à court terme chez certaines espèces et des effondrements soudains chez d'autres lorsque les ressources sont épuisées. Le résultat n'est pas une extinction uniforme, c'est l'instabilité. Et l'instabilité engendre le silence. Pas un silence immédiat, mais une réduction progressive de la complexité biologique. L'océan commence à sonner différemment, au sens figuré.
moins d'organismes filtrant l'eau, moins d'interactions entre les espèces, moins de couches superposées d'activités écologiques. L'écosystème autrefois dense et à plusieurs niveaux s'aplatit. L'énergie continue de circuler mais par moins de voies, et moins de voies signifie moins de résilience. À mesure que l'effondrement se propage, quelque chose d'inattendu se produit dans certains refuges, dans les bassins géographiquement abrités, des zones où la profondeur, la température et la circulation de l'eau restent temporairement stables. La vie commence à se réorganiser. Non pas pour retrouver sa complexité d'antan, mais pour adopter des configurations plus simples et plus efficaces. Certaines espèces opportunistes colonisent rapidement les niches écologiques nouvellement libérées. Les organismes plus petits et généralistes voient leur abondance relative augmenter. Les communautés microbiennes prennent de l'importance à mesure que les espèces plus grandes et gourmandes en énergie déclinent. Il ne s'agit pas d'une récupération au sens traditionnel du terme. C'est une restructuration sous contrainte. Par exemple, dans certaines régions, les espèces de trilobites survivantes adoptent des stratégies alimentaires généralisées, abandonnant leurs rôles écologiques spécialisés au profit d'un régime alimentaire plus varié. Certaines populations de brachiopodes persistent en occupant des micro-habitats où les courants apportent encore suffisamment de nutriments en suspension, mais leur domination d'autrefois a disparu. Même les communautés de crinoïdes, autrefois structurellement dominantes dans les mers peu profondes, ne survivent plus qu'en grappes fragmentées, ne formant plus. De vastes prairies, mais des colonies isolées fixées à des chenaux de courants limités. Et pourtant, au sein de cette réduction, un nouveau type d'équilibre commence à émerger. Car lorsque la complexité s'effondre, elle se simplifie parfois pour aboutir à la stabilité. Moins d'espèces signifie moins d'interactions. Moins d'interactions signifie moins de défaillances en cascade. Dans certains systèmes localisés, les cycles de population commencent à se stabiliser, non pas parce que les conditions se sont améliorées, mais parce que le système a perdu sa capacité à une forte variabilité. C'est le paradoxe de l'effondrement. Il réduit la diversité, mais peut temporairement accroître la prévisibilité. L'océan, à ses derniers stades de la pire phase d'effondrement, voit sa structure s'apaiser. Il n'est pas vide, mais moins dynamique, moins chaotique, plus contraint. Mais cette stabilité était fragile. Elle repose sur la perte. Et la perte n'est pas une base stable. Pourtant, du point de vue de la vie à l'intérieur de ces refuges, il y a des moments qui s'apparentent à un équilibre. Les populations se stabilisent. Les cycles des nutriments se stabilisent dans des fourchettes limitées. Les interactions prédateurs-proie se simplifient en boucles plus petites qui peuvent persister pendant des intervalles plus longs, sans effondrement total. C'est comme si le système tentait de trouver une configuration à plus faible consommation d'énergie, capable de fonctionner malgré les nouvelles contraintes mondiales. Mais cette configuration n'est pas le monde d'origine. C'est une version réduite de celui-ci. Un écho compressé de ce qui existait autrefois. Et même ici, rien n'est garanti. Car les forces qui entraînent le changement ne se sont pas arrêtées. La glace continue de s'étendre sur des continents lointains. Le niveau des mers poursuit sa lente régression. Les schémas de circulation océanique continuent de s'ajuster. Chacun de ces processus continue d'alimenter l'instabilité d'un système qui commence seulement à se stabiliser temporairement. Et juste au moment où cette fragile stabilisation commence à s'installer, juste au moment où les écosystèmes commencent à s'adapter à leur nouvel équilibre réduit, quelque chose change à nouveau. Pas dans l'océan, mais au sein de la planète elle-même. Un renversement s'amorce, subtil au début, indistinct. Presque impossible à distinguer de la variabilité normale, mais indéniablement directionnelle. Les processus qui ont entraîné le refroidissement commencent à s'affaiblir. L'équilibre entre perte et gain de chaleur commence à basculer.
La croissance de la glace ralentit dans certaines régions, les systèmes atmosphériques et océaniques commencent à réagir à des forces qui ne renforcent plus le froid. La planète change de direction, et l'océan, déjà mis à rude épreuve, déjà simplifié, déjà remodelé, est sur le point de réagir à nouveau. Puis, sans avertissement à l'échelle géologique, mais avec une force indéniable à l'échelle systémique, la direction de la planète change. Ce qui avait été une longue et soutenue descente vers le froid est interrompu. Non pas par un événement isolé, mais par l'affaiblissement des processus mêmes qui l'avaient renforcé. Les glaciers du Gondwana commencent à ralentir leur avancée. Les calottes glaciaires, qui s'étendaient autrefois sans relâche, sous l'effet d'une forte réflexion albédo et de températures basses soutenues, atteignent désormais un point où la fonte saisonnière commence à dépasser l'accumulation sous certaines latitudes. Au début, c'est subtil. Un amincissement sur les bords, un recul depuis les altitudes les plus basses, mais la tendance ne va plus dans la même direction. Et une fois ce changement amorcé, il s'accélère de mania et par un effet de rétroaction dans le sens inverse. À mesure que la glace recule, des surfaces terrestres et océaniques plus sombres sont exposées. Ces surfaces absorbent bien plus d'énergie solaire que la glace réfléchissante. Cela augmente immédiatement l'absorption de chaleur régionale. Plus de chaleur entraîne davantage de fonte. Une fonte accrue expose davantage de surfaces sombres. Davantage de surfaces sombres augmentent à nouveau l'absorption de chaleur. La boucle s'est inversée, et la planète commence à se réchauffer. Mais ce réchauffement ne restaure pas le monde, il le déforme, car l'océan qui revient n'est pas celui qui existait avant la glaciation. C'est un système réassemblé, construit sur des fondations perturbées. Le niveau des mers monte rapidement à mesure que de vastes volumes d'eau de fonte se déversent dans l'océan mondial. Les côtes s'avancent vers l'intérieur des terres, inondant des régions qui venaient tout juste d'émerger de sous la glace. Mais ce ne sont pas les mers continentales, stables et peu profondes du monde de l'Ordovicien inférieur. Ce sont des environnements instables, chimiquement altérés et chargés de sédiments, façonnés par l'érosion, le ruissellement glaciaire et des schémas de circulation perturbés. Dans de nombreuses régions, les mers qui reviennent sont troubles, remplies de particules minérales en suspension, broyées par les calottes glaciaires au cours de milliers d'années. Ces sédiments modifient la pénétration de la lumière, réduisant l'efficacité photosynthétique des écosystèmes de surface et modifiant la dynamique thermique dans la colonne d'eau supérieure. Là où régnait autrefois la clarté, règne désormais l'opacité. Là où régnait autrefois la stabilité, règne désormais le flux. Même la chimie des océans a changé. La fonte glaciaire à grande échelle introduit de l'eau douce dans les systèmes marins, perturbant les gradients de salinité qui contribuaient autrefois à la circulation globale. Les courants océaniques ne reprennent plus leurs schémas antérieurs. Au contraire, ils se réorganisent autour de nouvelles structures de densité, stratifiées, instables et incohérentes. Cela affecte tout. Le transport des nutriments devient erratique. La distribution de l'oxygène devient inégale. Des régions qui abritaient autrefois des écosystèmes stables oscillent désormais entre abondance et pénurie. Et la vie réagit, mais pas comme avant. Certaines espèces amantes qui ont survécu à la phase froide se développent rapidement dans des environnements nouvellement inondés, mais elles le font dans des écosystèmes qui n'ont plus la complexité structurelle d'origine. Par exemple, les communautés de plancton, qui constituent souvent la base des chaînes alimentaires marines, prolifèrent rapidement dans les zones d'eau de fonte riches en nutriments. Mais ces proliférations sont de courte durée, s'effondrant une fois que les nutriments localisés sont épuisés, créant des cycles d'expansion et de déclin plutôt qu'une productivité stable. En revanche, les organismes des eaux profondes qui ont survécu à la glaciation dans des refuges isolés sont désormais confrontés à des conditions de surface en rapide évolution auxquelles ils sont mal adaptés.
Beaucoup sont contraints de se cantonner à des plages de profondeur étroite, où la température, la pression et les niveaux d'oxygène restent tolérables, ce qui comprime la biodiversité en bandes verticales plus étroites de vie océanique. Cette compression verticale est un phénomène nouveau. Avant la glaciation, les écosystèmes étaient largement répartis sur de vastes plateaux peu profonds. Aujourd'hui, ils sont confinés dans des couches stratifiées, avec des frontières écologiques nettes entre des zones qui se fondaient autrefois progressivement. Même les fonds marins ont changé. Les dépôts sédimentaires issus de la fonte des glaces remodèlent les marges continentales, ensevelissant d'anciens habitats sous des couches instables de matériaux non consolidés. Dans certaines régions, d'anciennes structures de type récifal sont étouffées non pas par la concurrence biologique, mais par un ensevelissement physique. Cela crée des vides écologiques soudains, là où existaient autrefois des communautés complexes. Dans le même temps, l'élévation du niveau de la mer inonde des bassins auparavant isolés, reconnectant des écosystèmes qui avaient évolué séparément pendant la phase glaciaire. Mais ces reconnexions ne sont pas des retrouvailles harmonieuses. Ce sont des collisions écologiques. Des espèces qui ont évolué dans l'isolement se retrouvent désormais dans des conditions environnementales totalement différentes. La concurrence n'est plus équilibrée par une histoire évolutive commune. Elle est faussée par la divergence sous l'effet du stress. Certaines interactions deviennent très instables. Les espèces prédatrices rencontrent des proies qui se sont adaptées à des environnements plus froids et plus sombres, et qui sont désormais mal adaptées aux eaux plus chaudes et plus dynamiques. Les stratégies alimentaires qui fonctionnaient autrefois efficacement échouent désormais par intermittence, entraînant des effondrements localisés des populations de prédateurs. Ailleurs, des organismes opportunistes qui prospéraient dans des refuges glaciaires se retrouvent soudainement évincés dans des eaux plus chaudes et plus dynamiques, des zones DEA, où des espèces à croissance plus rapide dominent l'acquisition des ressources. Le résultat n'est pas une restauration, c'est une désorganisation. Et cette désorganisation s'étend aux systèmes de circulation mondiaux. Les courants océaniques qui stabilisaient autrefois la distribution de la chaleur à travers la planète ne reviennent plus sur leurs trajectoires antérieures. Au lieu de cela, elles forment des boucles transitoires, des gyres instables qui se déplacent au gré des fluctuations de température et de salinité. La chaleur n'est plus répartie uniformément entre l'équateur et les pôles, ce qui engendre des extrêmes régionaux plutôt qu'un équilibre global. La planète est plus chaude, mais elle est aussi moins prévisible. Et dans cette imprévisibilité, les écosystèmes peinent à rétablir une stabilité à long terme. De nouveaux assemblages commencent à se former, mais ils sont fondamentalement différents de ceux qui existaient avant l'ère glaciaire. Ils sont composés de survivants, d'opportunistes et d'espèces en phase de réexpansion, tous interagissant dans des environnements qui s'adaptent encore aux conditions post-glaciaires. Il n'y a pas de retour à l'équilibre ordovicien d'origine. Cette configuration n'existe plus. Même le temps lui-même semble différent en termes écologiques. Auparavant, la stabilité permettait de longs cycles d'évolution progressive. Aujourd'hui, les changements environnementaux rapides imposent un renouvellement écologique plus court et plus instable. Des espèces qui auraient pu persister pendant des millions d'années dans des conditions stables sont désormais confrontées à des cycles de stress répétés, à des intervalles beaucoup plus courts. Et pourtant, la vie persiste. Pas sous sa forme d'origine, pas dans sa structure d'origine, mais comme quelque chose qui s'est réorganisé autour de la perturbation. Et alors que l'océan commence à trouver un nouveau rythme au sein de cette instabilité due au réchauffement, alors que les systèmes commencent à s'adapter timidement à la montée des eaux et aux changements chimiques, quelque chose commence à se propager dans l'eau. Invisible, non cartographié. Et contrairement à la température, à la glace ou au niveau de la mer, cela ne suit pas la géographie physique de manière prévisible,
Cela suit la vie elle-même, et ce qui commence à se propager dans l'eau n'est pas visible. Cela n'a pas de forme. Aucune direction qui puisse être suivie par les courants seuls. Cela n'arrive pas comme la glace, ni ne recule comme le niveau de la mer, ni ne déferle comme l'eau de fonte. C'est quelque chose de bien plus fondamental, et bien plus difficile à contrer pour la vie. C'est la disparition de l'oxygène. Au début, elle est suffisamment subtile pour être confondue avec une variation normale. Les niveaux d'oxygène dans l'océan n'ont jamais été parfaitement uniformes. Ils fluctuent en fonction de la température, de la circulation et de l'activité biologique. Mais aujourd'hui, ces fluctuations commencent à s'orienter dans une seule direction, vers le bas. Le réchauffement des océans de ce monde post-glaciaire s'accompagne d'une contrainte physique critique. L'eau plus chaude dissout moins d'oxygène. Ce n'est pas un effet biologique, c'est de la chimie. À mesure que la température augmente, la solubilité des gaz diminue. L'oxygène qui restait autrefois stable dans l'eau de mer froide et dense s'échappe désormais plus facilement dans l'atmosphère, réduisant ainsi le réservoir total disponible pour la vie marine. Dans le même temps, les systèmes de circulation qui transportaient autrefois les eaux de surface riches en oxygène vers les profondeurs de l'océan commencent à s'affaiblir. Pendant les périodes plus froides, les eaux de surface denses s'enfonçaient, entraînant l'oxygène vers le fond dans un système de circulation globale assurant le mélange et le renouvellement. Mais aujourd'hui, l'eau douce issue de la fonte des calottes glaciaires diluant les gradients de salinité, la structure de densité de l'océan devient instable. L'eau douce est plus légère. Elle se dépose au-dessus de l'eau salée, formant des couches stratifiées qui s'opposent au mélange vertical. L'océan cesse de se renouveler comme avant. Et lorsque l'océan cesse de se mélanger, les profondeurs cessent de respirer. C'est le début de l'anoxie océanique. Dans les couches supérieures, la vie persiste. Le phytoplancton continue de proliférer dans les zones riches en nutriments. Certaines régions connaissent de brèves poussées de productivité où l'eau de fonte et la lumière du soleil s'alignent momentanément. Mais, sous cette activité de surface, une transformation plus silencieuse est en cours. Les profondeurs océaniques se déconnectent de l'atmosphère. L'oxygène n'est plus renouvelé en profondeur. Et l'oxygène qui reste est lentement consommé. Chaque organisme qui respire dans les profondeurs de l'océan contribue à cet appauvrissement. Chaque processus de décomposition, chaque dégradation de la matière organique qui s'enfonce depuis la surface, utilise de l'oxygène. Dans des conditions normales, cette consommation est compensée par un réapprovisionnement grâce à la circulation. Mais aujourd'hui, cet équilibre est rompu. La consommation se poursuit. Le réapprovisionnement ralentit et les profondeurs océaniques commencent à suffoquer. Dans certains bassins, le premier signe 2U n'est pas l'absence d'oxygène en soi, mais la présence de ses conséquences. Des espèces qui prospéraient autrefois dans des environnements profonds et stables commencent à disparaître. Les communautés benthiques s'effondrent d'abord dans les zones les plus profondes, où l'oxygène est déjà le plus faible en conditions normales. Les organismes qui ont survécu à la phase glaciaire froide en se réfugiant dans des profondeurs plus importantes voient désormais ces mêmes refuges devenir hostiles. Dans les couches sédimentaires, les communautés microbiennes subissent une transformation radicale. Les organismes aérobies, ceux qui dépendent de l'oxygène, déclinent. Ils sont remplacés par des microbes anaérobies qui prospèrent dans des environnements pauvres en oxygène. Ces microbes ne se contentent pas de survivre sans oxygène. Ils métabolisent d'autres composés chimiques, produisant des sous-produits tels que le sulfure d'hydrogène et le méthane. Ce changement modifie la chimie du fond marin lui-même. Ce qui était autrefois un environnement sédimentaire stable et oxygéné devient chimiquement réactif, toxique
d'une manière invisible mais mortelle pour la plupart des formes de vie complexes. Au-dessus de ces sédiments, les organismes de plus grande taille commencent à périr. Les trilobites, qui occupaient autrefois un large éventail de zones écologiques, se retrouvent désormais dans des régions où les niveaux d'oxygène tombent en dessous des seuils de survie. Certains tentent de migrer verticalement, se dirigeant vers des eaux moins profondes où l'oxygène est encore présent. Mais cette compression de l'espace habitable engendre une concurrence intense. Chaque mouvement vers le haut les rapproche de zones surpeuplées, déjà mises à rude épreuve par le réchauffement et l'instabilité. Pour les organismes sessiles comme les brachiopodes, toute fuite est impossible. Ils ne peuvent pas migrer. Ils ne peuvent que tenir le coup jusqu'à ce que les niveaux d'oxygène tombent en dessous de leur minimum métabolique. Des colonies entières disparaissent sur place, non pas à cause d'une destruction physique, mais d'une défaillance physiologique. Même les organismes plus mobiles ne sont pas à l'abri. Les prédateurs nautiloïdes, autrefois chasseurs efficaces des mers ouvertes de l'Ordovicien, se heurtent désormais à de vastes régions océaniques où les niveaux d'oxygène fluctuent de manière imprévisible. Leurs besoins énergétiques ne peuvent être satisfaits dans les eaux hypoxiques. La chasse devient inefficace. La migration devient nécessaire. Mais la migration est de plus en plus contrainte par les mêmes gradients d'oxygène qui définissent les zones de survie. L'océan commence à se stratifier, non seulement physiquement, mais aussi biologiquement. Il y a des couches de vie et des couches d'absence. Dans certaines régions, les zones de minimum d'oxygène s'étendent aussi bien horizontalement que verticalement. Ce ne sont pas des zones mortes au sens absolu. Ce sont des zones sélectives, des zones où seuls des organismes spécialisés, adaptés au manque d'oxygène, peuvent survivre. Mais pour la plupart des formes de vie complexes, elles constituent de véritables barrières. Les routes migratoires s'effondrent. Le flux génétique entre les populations s'arrête. L'isolement s'accroît à nouveau, mais désormais dans des conditions totalement différentes de celles d'avant. Et c'est ce qui rend l'anoxie si dévastatrice. Elle ne tue pas par son impact. Elle tue par la limitation. L'océan est toujours vaste. Mais la partie de celui-ci capable de soutenir la vie complexe rétrécit. Et à mesure que l'oxygène continue de décliner, la structure des écosystèmes recommence à se simplifier, mais d'une manière différente de celle d'avant. Il ne s'agit pas de la simplification causée par la perte d'habitat lors du recul du niveau de la mer, il s'agit d'une simplification biochimique. Le flux d'énergie lui-même devient restreint. Sans oxygène, le métabolisme aérobie, la forme la plus efficace de production d'énergie chez les organismes multicellulaires, devient impossible. Les espèces qui nécessitent un débit énergétique élevé ne peuvent pas survivre. Seules celles capables de tolérer des conditions de faible énergie persistent. Cela remodèle fondamentalement le paysage évolutif. Les organismes qui prospéraient autrefois dans des environnements riches en oxygène et dynamiques sont remplacés par des formes plus petites, plus lentes et au métabolisme plus conservateur. Mais même celles-ci sont limitées par l'étendue de l'anoxie qui se propage dans la colonne d'eau. Les profondeurs océaniques, autrefois, vastes réservoirs de conditions stables, deviennent un environnement chimiquement hostile. Et le plus inquiétant, c'est que cette transformation n'est pas visible depuis la surface. L'océan, en surface, peut encore sembler actif. Les courants continuent de circuler, des vagues se forment encore. La vie existe encore dans les couches supérieures. Mais sous cette surface, une frontière invisible s'étend. Une frontière qui n'est pas définie par la température, ni par la géographie, mais par la chimie, par l'absence d'une molécule essentielle à presque toute vie complexe sur Terre, l'oxygène. Et à mesure que cette frontière remonte, elle ne repousse pas doucement la vie vers le haut, elle la comprime. Elle la piège entre des eaux de surface qui se réchauffent périmées de manière et des profondeurs suffocantes.
elle réduit l'océan à une bande de plus en plus étroite d'espaces viables. Et au sein de cette bande qui se rétrécit, chaque écosystème restant est contraint à la compétition, à l'instabilité et finalement à l'effondrement. Car il ne s'agit pas d'une destruction par la force. Il n'y a pas d'impact, pas d'éruption à ce stade, pas d'événement catastrophique unique pouvant être désigné comme la cause. Il n'y a que de la soustraction, la suppression de l'oxygène, la suppression de la profondeur, la suppression de la stabilité. Et alors que l'océan continue de perdre sa capacité à respirer, la vie commence à réaliser, trop tard, que la survie n'est plus une question d'adaptation. Il s'agit de savoir s'il reste suffisamment d'espace pour exister tout court. Puis, l'océan cesse de changer de manière visible, non pas parce qu'il s'est stabilisé, mais parce qu'il a perdu tant de complexité que tout changement supplémentaire devient plus difficile à percevoir. C'est le deuxième silence. Pas le silence du recul, comme lors de la glaciation initiale. Pas le silence de la fragmentation, lorsque les écosystèmes se sont morcelés en poches isolées. C'est un silence plus profond, un silence structurel. Un silence créé lorsque la complexité elle-même a été dépouillée. À ce stade, l'extinction a atteint son intensité maximale. Partout sur la planète, jusqu'à 85% des espèces marines ont disparu. Mais ce chiffre à lui seul ne rend pas compte de la véritable transformation. Ce qui a été perdu, ce ne sont pas seulement des espèces, c'est l'architecture des interactions qui définissait autrefois l'océan. Les réseaux trophiques se sont effondrés en réseaux superficiels. Les systèmes écologiques multicouches, qui abritaient autrefois des prédateurs, des proies, des charognards, des filtreurs et de recycleurs microbiens fonctionnant dans un équilibre dynamique, ont été réduits à des chaînes simplifiées comportant peu de connexions. L'océan ne se comporte plus comme un système de parties interdépendantes. Il se comporte comme des fragments isolés, essayant de fonctionner indépendamment. Dans de nombreuses désosrégions, il ne reste que des survivants opportunistes, des organismes capables de tolérer de larges variations environnementales, des conditions de faible teneur en oxygène, des températures fluctuantes et une chimie instable. Ce ne sont pas des écosystèmes dominants au sens ancien du terme. Ce sont des assemblages de survie. Par exemple, de petits arthropodes mobiles, descendants de groupes autrefois diversifiés comme les trilobites, persistent sous des formes limitées, mais leur dominance écologique a disparu. Ils ne sont plus les principaux agents structurants des fonds marins, au contraire. Ils existent en populations dispersées, se nourrissant de détritus dans des environnements qui ne sont plus assez stables pour soutenir des structures communautaires plus importantes. De même, les vestiges de communautés sessiles filtreuses telles que les brachiopodes ne survivent que dans des habitats restreints où les niveaux d'oxygène se stabilisent brièvement et où l'apport en nutriments reste suffisant. Mais il s'agit de poches isolées et non d'écosystèmes étendus. Leur ancienne dominance sur les plateaux continentaux a complètement disparu. Même les groupes qui construisaient autrefois des structures physiques dans l'océan, comme les crinoïdes, n'existent plus aujourd'hui que sous forme de vestiges fragmentés fixés à de rares courants. Les forêts sous-marines qu'ils formaient autrefois ont disparu. Il ne reste que des individus épars, incapables de façonner l'habitat à grande échelle. Et au-dessus d'eux, la colonne d'eau elle-même a changé de nature. L'océan n'est plus intégré verticalement, il est stratifié en couches d'instabilité et de contraintes. Les couches supérieures reçoivent peut-être encore la lumière du soleil, mais la productivité est irrégulière en raison de la perturbation du cycle des nutriments et de la fluctuation des populations de plancton. Les couches intermédiaires sont des zones de transition, des gradients instables de température et d'oxygène, où la survie est intermittente. Les couches profondes restent largement anoxiques, chimiquement hostiles et biologiquement simplifiées.
Cette déconnexion verticale est critique, car une fois que les couches cessent d'interagir, les écosystèmes cessent de fonctionner comme des systèmes. Ils deviennent des zones. Et les zones n'évoluent pas ensemble, elles évoluent séparément, ou pas du tout. Dans certaines régions, la vie microbienne devient la présence biologique dominante. Les bactéries anaérobies et les archées prolifèrent dans les sédiments appauvris en oxygène, poursuivant des cycles biochimiques qui ne soutiennent plus les écosystèmes multicellulaires complexes. Ces microbes ne rétablissent pas l'équilibre, ils le redéfinissent. Le fond océanique, autrefois habitat diversifié de grands organismes benthiques, devient un environnement dominé par les microbes où l'énergie circule par des voies chimiques fondamentalement différentes de celles qui soutenaient auparavant la vie complexe. Voilà à quoi ressemble un système post-effondrement. Pas vide, mais reconfiguré à un niveau de complexité inférieur. Au-dessus de ces zones microbiennes, les rares organismes multicellulaires survivants vivent dans un état de compression écologique. Ils sont contraints de se cantonner dans des bandes environnementales étroites où l'oxygène, la température et la disponibilité des nutriments se recoupent juste assez pour maintenir leur métabolisme. Ces bandes sont fragiles, variant constamment au moindre changement de circulation ou de composition chimique. Même de petites fluctuations environnementales ont désormais des effets démesurés. Une légère baisse d'oxygène peut éliminer des populations locales entières. Une petite hausse de température peut faire s'effondrer une zone d'alimentation. Un changement de direction des courants peut isoler une communauté survivante de manière irréversible. La capacité tampon du système a disparu. Et avec elle, la résilience disparaît. À ce stade, l'extinction n'est pas spectaculaire, elle est cumulative. C'est l'effondrement progressif de systèmes qui ne peuvent plus absorber le stress. Chaque perte est plus petite que la précédente, mais l'effet total est absolu. Et finalement, l'océan atteint un état où la poursuite de l'effondrement devient moins visible. Non pas parce qu'il s'est arrêté, mais parce qu'il ne reste plus grand-chose qui puisse disparaître de manière perceptible. C'est le deuxième silence. Mais même dans ce silence, il reste quelque chose. Pas l'abondance, pas la diversité, pas la stabilité, mais la persistance. Dans des refuges éparpillés à travers la planète, des populations isolées continuent de survivre. Elles ne prospèrent pas, elles ne s'étendent pas. Elles endurent simplement dans les limites d'habitabilité les plus étroites possibles. Certaines occupent des poches chimiquement stables où l'oxygène revient brièvement lors d'événements de circulation limitée. D'autres survivent dans des écosystèmes à faible énergie, soutenus par des chaînes alimentaires microbiennes qui ne sont plus reliées au système océanique plus large. Quelques-unes persistent dans des zones de transition où les conditions environnementales fluctuent juste assez pour éviter l'effondrement total, mais ne se stabilisent jamais assez longtemps pour permettre une récupération. Ces survivants ne sont pas représentatifs du monde qui a disparu. Ils en sont les vestiges, des échos biologiques d'un système qui, autrefois, s'étendait sur l'ensemble de l'océan, dans toute sa complexité et son abondance. Et leur existence soulève une question à laquelle l'extinction elle-même ne peut répondre. Pourquoi quelque chose subsiste-t-il encore? Car selon tous les indicateurs de stress environnemental, appauvrissement en oxygène, perte d'habitat, instabilité thermique, perturbations chimiques, le système aurait dû connaître un effondrement biologique total. Et pourtant, cela n'a pas été le cas. Quelque chose a résisté. Quelque chose a persisté à travers la glaciation, le réchauffement, l'anoxie, l'effondrement des écosystèmes à tous les niveaux structurels. Quelque chose a franchi la frontière entre l'extinction et la continuité. Et maintenant, au lendemain du deuxième silence, ce quelque chose devient la partie la plus importante de l'ensemble du système, car c'est de ce vestige que tout ce qui suivra finira par émerger. La vie n'a pas pris fin, mais elle a été fondamentalement réduite.
ramenée à ses formes les plus résistantes, simplifiée, contrainte, réécrite par la force planétaire en quelque chose d'inconnaissable par rapport à ce qui existait auparavant. Et dans le silence, 2. Ce monde réduit, où la plupart de la complexité a déjà disparu, et où l'océan semble s'être installé dans son expression la plus basique de la vie, il y a une dernière prise de conscience qui attend de faire surface. Le système n'a pas fini de changer. Et ce qui a survécu non plus. L'extinction n'a pas effacé la vie de manière uniforme. Elle l'a sélectionnée. Pas consciemment, pas délibérément, mais à travers une séquence de filtres environnementaux si sévères et si persistants que seules certaines stratégies biologiques ont pu persister à travers toutes les phases de perturbation. Froid, régression, réchauffement et anoxie. Ce qui reste n'est pas un échantillon aléatoire de survivants. C'est un ensemble de traits sélectionnés, affinés par la pression planétaire. Et ces traits définissent désormais l'avenir. Parmi les vestiges les plus persistants figurent les lignées réduites de trilobites. Autrefois extraordinairement diversifiées, occupant presque toutes les niches écologiques des mers de l'Ordovicien, elles ne survivent plus aujourd'hui que sous des formes très restreintes. Mais leur survie n'est pas le fruit du hasard. Elle trouve son origine dans un ensemble de traits physiologiques et comportementaux qui ont permis à certaines populations de résister à des chocs environnementaux répétés. Certaines lignées de trilobites ont développé une large tolérance écologique, capable de survivre dans de vastes plages de température et face à des niveaux de S en oxygène fluctuants. D'autres ont adopté des stratégies alimentaires généralisées, passant de la spécialisation à l'opportunisme, consommant toute matière organique encore disponible dans des environnements instables. Leurs corps segmentés, leurs exosquelettes efficaces et leurs besoins métaboliques relativement simples les rendaient particulièrement adaptés aux écosystèmes à faible énergie. Mais peut-être plus important encore, ils possédaient une forme de flexibilité écologique, la capacité de persister dans des conditions marginales sans avoir besoin d'environnements optimaux. Ce trait à lui seul s'est avéré décisif. De même, les vestiges de brachiopodes ont survécu non pas parce qu'ils étaient dominants, mais parce qu'ils étaient efficaces dans des conditions contraignantes. En tant que filtreurs sessiles, ils ne comptaient pas sur une chasse active ni sur des systèmes métaboliques à haute consommation d'énergie. Au contraire, ils extrayaient les particules en suspension dans l'eau avec une dépense énergétique minimale. Pendant les périodes de faible productivité, lorsque la nourriture était rare, les niveaux d'oxygène instables et les courants imprévisibles, cette stratégie de survie à faible consommation d'énergie est devenue un avantage. Dans des refuges isolés, les populations de brachiopodes ont persisté en occupant des niches écologiques étroites où la concurrence était réduite et où les besoins métaboliques pouvaient encore être satisfaits. Leur succès ne résidait pas dans l'expansion, c'était la persistance par le minimalisme. Et puis il y a les premiers ancêtres des vertébrés, petits, au corps mou et d'apparence largement insignifiante par rapport à la faune dominante de l'Ordovicien. Ces organismes représentent quelque chose de fondamentalement différent en matière de stratégie évolutive. Ils ne sont pas optimisés pour un environnement unique. Ce sont des systèmes généralisés. Contrairement aux organismes fortement spécialisés, qui dépendent de conditions stables, les premières formes de vertébrés possédaient des traits physiologiques modulaires, des stratégies alimentaires flexibles, des systèmes sensoriels adaptables et une plasticité comportementale relativement élevée. Ils pouvaient passer de la nécrophagie à la filtration et à la prédation opportuniste, mais il ne s'agit pas d'une restauration de l'ancien monde. Ce sont de nouvelles configurations construites sur les survivants de l'effondrement. Et chaque configuration porte l'empreinte de l'extinction elle-même. L'océan qui émerge n'est pas l'océan qui a disparu. C'est un système simplifié et réorganisé, façonné par une pression de sélection si extrême
qu'elle a éliminé non seulement des espèces, mais des stratégies écologiques entières. Et pourtant, au sein de ce système simplifié, quelque chose d'essentiel est en train de se produire. L'évolution ne s'est pas arrêtée, elle a changé de direction. Elle n'est plus guidée par l'expansion vers l'abondance. Elle est guidée par l'adaptation aux contraintes. Et dans ce nouveau régime, la survie elle-même devient la principale force évolutive. Ni la taille, ni la domination, ni la spécialisation, mais l'endurance, la flexibilité, la capacité à persister dans l'instabilité assez longtemps pour que les conditions changent à nouveau. Et cela change tout, car ces survivants ne sont pas seulement les vestiges d'un monde perdu, ils sont le point de départ du prochain. Et qu'ils en soient conscients ou non, ils sont désormais les seuls systèmes biologiques capables de façonner ce qui va suivre. L'océan a été réinitialisé, mais il n'a pas été vidé. Il a été réécrit dans le langage de la survie. Et les organismes qui subsistent sont les auteurs de son avenir. L'océan ne redevient pas ce qu'il était. Il ne le redevient jamais. Ce qui suit l'effondrement n'est pas une restauration, mais une reconstruction, stratifiée sur des millions d'années, façonnée par les vestiges biologiques qui ont survécu aux pires phases d'instabilité environnementale. La planète s'est suffisamment stabilisée pour que la vie puisse à nouveau se développer, mais les conditions qui avaient autrefois permis l'abondance de l'Ordovicien n'existent plus sous la même forme. C'est le début de la période de rétablissement qui s'inscrira plus tard dans la transition silurienne plus large. Les calottes glaciaires ont reculé. Le niveau des mers a de nouveau augmenté, inondant les marges continentales et recréant des environnements marins peu profonds. Mais ces nouvelles mers sont chimiquement et écologiquement différentes de celles qui ont précédé l'extinction. Elles sont plus chaudes, plus dynamiques, moins prévisibles. Et surtout, elles sont peuplées de survivants et non de leurs prédécesseurs. Dans ces mers peu profondes nouvellement formées, les premiers signes visibles de reconstruction écologique apparaissent sous la forme de tapis microbiens et de communautés benthiques, simples qui commencent à stabiliser les surfaces sédimentaires. Le cycle des nutriments reprend, mais sous une forme simplifiée. Les niveaux d'oxygène, bien qu'en amélioration par rapport au pic d'anoxie, restent inégalement répartis, créant des environnements en mosaïque où seuls certains organismes peuvent prospérer. À partir de cette base, la complexité recommence à émerger. Mais elle le fait avec prudence. Parmi les premiers écosystèmes structurés à se développer figurent les communautés constructrices de récifs. Des organismes primitifs ressemblant à des coraux, ancêtres des cnidaires, commencent à former des structures en carbonate de calcium le long des marges continentales stables. Ces structures ne sont pas encore les vastes systèmes récifo-complexes des époques ultérieures, mais elles marquent un tournant décisif, le retour d'une architecture biologique à l'échelle de l'écosystème. Ces premiers systèmes récifaux créent quelque chose qui avait largement disparu depuis l'effondrement, la stabilité de l'habitat. Ils retiennent les sédiments, ils amortissent l'énergie des vagues. Ils créent des micro-environnements où le flux de nutriments devient plus prévisible. Ce faisant, ils permettent à d'autres organismes de reprendre des rôles écologiques structurés. Autour de ces récifs, de nouvelles communautés marines commencent à se former. Les populations de brachiopodes, ayant survécu à l'extinction sous des formes réduites mais stables, s'étendent dans de nouvelles niches alimentaires filtrantes le long des marges récifales. Leur présence aide à réguler les matières organiques en suspension, contribuant à clarifier l'eau, ce qui favorise davantage le développement des récifs. Dans le même temps, les organismes mobiles recommencent à se diversifier. Les premières lignées de vertébrés, petits, sans mâchoire et de plus en plus adaptables, commencent à occuper un éventail plus large de rôles écologiques. Ces organismes ne sont pas encore des prédateurs dominants,
mais ils sont très polyvalents. Certains se nourrissent de détritus, d'autres de petits invertébrés, et certains commencent à s'essayer à des formes de prédation plus actives. Leur succès ne repose pas sur la spécialisation. Elle repose sur la flexibilité héritée des conditions de survie. Parallèlement, les lignées d'arthropodes DAS qui ont survécu à l'extinction, descendants de groupes autrefois dominants comme les trilobites, continuent d'occuper les environnements benthiques, mais désormais dans un monde où la concurrence est moindre et où les niches écologiques se développent à nouveau. Alors que les trilobites eux-mêmes sont en déclin à long terme, leurs stratégies écologiques persistent sous des formes modifiées chez d'autres groupes d'arthropodes qui héritent davantage de survie similaires. La transformation clé de cette phase de rétablissement n'est pas seulement le retour des espèces, mais la restructuration de l'architecture écologique. Les écosystèmes d'avant l'extinction reposaient sur une interdépendance dense. Des réseaux trophiques étroitement tissés, hautement spécialisés et comportant de multiples niveaux trophiques qui se chevauchaient. Les écosystèmes d'après l'extinction, en revanche, commencent par des réseaux lâches, peu d'espèces, des rôles écologiques larges, une faible redondance, et pourtant, au fil du temps, ces réseaux gagnent progressivement en complexité. C'est là le paradoxe de la régénération. La simplicité crée les conditions propices au retour de la complexité. À mesure que les récifs de type corallien s'étendent, ils génèrent une hétérogénéité spatiale, des environnements physiques présentant des niveaux de lumière, des débits et une disponibilité en nutriments variables. Cette hétérogénéité permet une différenciation des niches. Ce serait scientifiquement incorrect et conceptuellement simpliste. Les systèmes terrestres contiennent des rétroactions stabilisatrices ainsi que des rétroactions déstabilisantes, et l'intervention humaine elle-même fait désormais partie de la dynamique du système. Mais l'avertissement structurel reste cohérent avec les archives de l'Ordovicien. Lorsque de multiples facteurs de stress s'alignent au niveau de la température, de la chimie et de la circulation, la probabilité d'une restructuration écologique rapide et non linéaire augmente. Et les archives fossiles montrent à quoi cette restructuration peut ressembler lorsqu'elle se produit à l'échelle planétaire. La question n'est donc pas de savoir si l'extinction de l'Ordovicien se répète sous une forme identique. C'est de savoir si la même classe de dynamique des systèmes commence à se reconstituer sous des conditions aux limites différentes. Et si c'est le cas, alors l'avertissement ne réside pas seulement dans la prédiction, il réside dans la prise de conscience. Car la dernière fois qu'une planète a franchi ce type de seuil, la vie n'a pas disparu. Mais elle a changé, radicalement, irréversiblement. Et ce faisant, elle a redéfini la trajectoire de tout ce qui a suivi. La question finale ne porte donc pas sur la certitude. Elle concerne la prise de conscience. Car la dernière fois que ce schéma s'est pleinement déroulé, environ 85% des espèces marines ont disparu de la Terre. Et la trace de cette transformation est encore gravée dans la pierre. La seule incertitude qui subsiste est de savoir si un système capable de lire cette trace peut agir avant qu'elle ne devienne l'un de ses propres chapitres.